avec nous aujourd'hui. D'abord Joël Mazur. Je pense qu'il est facile à identifier, en gros, au milieu. Joël qui travaillait au grand bureau et qui a commencé comme mécanographe. Je le dis parce que c'est vraiment un mot qui m'amuse, on vous expliquerai ce que ça veut dire. Et qui surtout a achevé sa carrière au service sécurité, donc prévention et puis inventaire de l'ensemble des accidents. Ensuite, nous aurons donc Dominique Massa, qui était électricien à la maintenance et puis ensuite formateur au centre de formation des apprentis. Et André Vromé, qui lui travaillait directement dans l'endroit le plus fantasmé de la SMN, le Laminoir. Donc, je vous laisse avec Clémentine pour la présentation des archives et puis ensuite vous prendrez le micro. Et on souhaite qu'il y ait des échanges avec le public, donc on se déplacera pour que les anciens salariés puissent répondre à vos questions. Donc, avant de laisser la parole à nos invités, déjà vous présenter les images qui vont apparaître à l'écran dans quelques minutes. Donc, tout d'abord, on aura un extrait du fond de la mairie de Deauville du film La Prairie sur la mer de Roger Linhart, qui est conservé dans les collections de la Fabrique de patrimoine en Normandie, qui a été tourné en 16 mm en 1961. Le second extrait est composé de rushs du film Léo Fourneau, du Fond Cressette, de Philippe Vandewaal, provenant lui aussi des collections de la Fabrique de patrimoine en Normandie, tourné en Betacam SP en 1993. Donc les images que vous allez voir, elles montrent le fonctionnement de cette société métallurgique de Normandie, dont la première coulée a eu lieu en 1917 sur la commune de Colombelles. Elle a été détruite en 1944 puis reconstruite dans les années 50. Durant près de 80 ans, elle a produit 3 à 4% de la production française d'acier et embauché près de 100 000 personnes. Elle a cessé son activité en 1993 après plusieurs années de déclin. Donc je vous laisse voir ces images et je laisse la parole à nos invités. Je suis désolé, je suis obligé. Donc ici, vous pouvez voir les aciéries. Et puis là, vous avez l'image sur ce qu'on appelait les fours à coque, les batteries de les fours à coque. Il faut savoir qu'à la SMN, on fabriquait aussi le combustible qui était ensuite envoyé au fourneau. Donc c'est l'élaboration, et c'était la fameuse cheminée qu'on voyait de très loin, une fumée blanche, donc vous pouvez l'apercevoir de très loin. Ça c'est sur les batteries de four à coque. Vous voyez les gens, dans quelles conditions les gens travaillaient. Voilà. Pas trop de protection à l'époque. Hein. On voit quand même qu'ils sont assez près du feu, de la chaleur, de la poussière. Là c'est une coulée. C'est une coulée, hein, au fourneau. Alors, il faut savoir que j'étais pas du tout dans ce service, hein, j'étais au laminoir. Donc, coulée, et d'ailleurs, il y a eu, au moment de la fermeture, une cérémonie très, très, très touchante de la dernière coulée. Et vous voyez que les personnes qui sont à la coulée, eh bien, sont équipées, alors là, d'une façon... on dirait bientôt des extraterrestres. Donc ensuite, je pense qu'on va arriver à la coulée continue. C'est la coulée continue. Coulée continue, donc qui permettait de faire des billettes en continu. Les billettes qui étaient envoyées après sur les trains de laminage pour faire des produits finis. Donc là, c'est ce qu'on appelait le tourniquet, je crois, non ? Tourniquet, qui permettait de passer d'une poche à une autre pour couler après, bien sûr, ces billets. Toujours, hein, conditions très éprouvantes, hein, poussière, chaleur, le bruit, hein, vous ne l'entendez pas, mais il y avait un bruit assez important. Et les gens qui étaient au contact du feu. Et qui travaillaient 8 heures, sinon plus, dans ces conditions-là.
Donc voilà la coulée elle-même pour faire les billettes pour la coulée continue. Donc les images sont assez impressionnantes parce qu'on voit que les ouvriers, eh bien le feu et les ouvriers étaient vraiment confrontés. Voilà. Je suis désolé, j'ai été le seul à parler. Bon, André, j'espère que... Alors André, justement, vous pouvez nous décrire votre travail? Alors moi j'ai travaillé, je suis rentré à la semaine, j'avais 15 ans d'abord, j'ai commencé. Je suis sorti en 93 licencié. J'étais responsable d'une installation sur le TPF, qui a fermé en 87, et une deuxième en 93, le train FU2 qui a fermé en 93, la fermeture de l'usine. J'étais responsable sur les deux installations. Le travail, effectivement, c'était vraiment dans l'eau, dans la graisse, dans la chaleur, dans la poussière. Pas toujours dans les conditions de sécurité maximum. Parce que, comme je dis toujours avec Dominique, c'est qu'une installation qui s'arrête, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Quand on arrête un train de laminage une demi-heure, ça chie par des millions de pertes, donc il faut arrêter un minimum de temps. Ce qui fait que quelquefois les conditions de sécurité ne sont pas toujours respectées. Quelquefois, on s'est mis en danger, personnellement, je me suis mis en danger plusieurs fois, mais honnêtement, sans y penser. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par se mettre en danger? Faire des choses d'intervention sur les machines, sur ce qu'on appelle les cages de laminage, avec les barres qui passaient toutes rouges, quoi, voilà, qui étaient à 800-900 degrés. On passait à côté, sans faire attention à ces barres. Une barre, elle aurait pu sortir du train, et puis on était pris dedans, quoi. Voilà. Joël, je prends la parole pour l'instant, mais alors surtout, dès qu'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. Joël, vous avez eu un inventaire exhaustif des accidents dans l'usine, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Oui, parce que je travaillais au service, sur la fin de ma carrière à la SNN, j'ai travaillé au service sécurité. Et j'étais chargée de saisir sur informatique tous les accidents, de la poussière dans l'œil jusqu'à l'accident mortel. Parce que malheureusement, il y a eu, à la SMN, il y a eu beaucoup d'accidents mortels. Surtout en 1956, il y a eu 7 morts suite à l'explosion d'une poche à coudron. Donc, j'étais aussi chargée de trouver des protections individuelles. Je faisais appel à des fournisseurs qui fabriquaient des chaussures, des gants. Quelquefois, on faisait de la recherche pour des postes bien particuliers, pour retrouver justement, là c'était à notre demande, pour trouver du matériel qui pouvait protéger les ouvriers. Donc c'est vrai qu'au début de la SMN, les gens n'avaient pas beaucoup de protection. Après, ça c'est un peu... les patrons se sont aperçus que ça coûtait très cher les accidents de travail. Donc ils ont commencé à fournir des protections au personnel. Et on avait mis en place justement à ce sujet un challenge sécurité. C'est-à-dire que l'usine était partagée en plusieurs équipes et ils devaient travailler ensemble un certain nombre d'heures sans accident. Et là, on leur faisait gagner des points. Et sur la ville de Caen, on avait un catalogue de cadeaux. Et quand ils avaient atteint une certaine quantité de points, ils pouvaient avoir des cadeaux. Voilà. Sinon, je peux vous citer aussi que... C'est un peu rejeter la responsabilité au seul salarié de la sécurité, non? Pardon? Est-ce que ce n'est pas rejeter au seul salarié la seule responsabilité des accidents? Oui, tout à fait, oui. Oui. Moi, je me souviens, un jour, je venais d'arriver au service sécurité, et puis j'ai un collègue qui a été appelé pour aller sur un accident. Et je lui ai demandé, je dis, est-ce que je peux t'accompagner pour voir comment ça fonctionne? Donc, il était d'accord. Et on est arrivé, donc c'était au laminoir. Et en fait, il me dit, tu m'attends? Donc, il va voir. Il revient, il me dit, tu rentres au bureau. Alors, j'étais un peu surprise. Mais quand il est rentré, donc je suis rentrée au bureau, et puis quand il est rentré, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait rentrer?
Il me dit parce que le monsieur était mort et que c'était quelqu'un d'une entreprise qui manipulait un pont roulant et au lieu de lever la charge, il l'a baissé et il a écrasé son collègue qui était en dessous. Donc il m'a dit il y avait la cervelle qui était éparpillée sur le sol. Il dit je voulais pas que tu vois ça. Et c'est vrai que ça m'a choqué parce que le matin vous partez au travail en vie et le soir vous pouviez être mort. Dominique, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je peux témoigner aussi d'un accident mortel, et Dieu sait qu'il y en a eu trop à les semaines. C'était un environnement quand même, il faut dire, je l'ai dit dans le commentaire, assez dangereux. Assez dangereux parce qu'on arrivait à oublier ce qui nous entourait quand on était en intervention, et surtout en maintenance. En maintenance, on était tellement focalisé sur la panne, sur le diagnostic, comme vient de dire André, il fallait absolument démarrer les installations, parce que c'était de l'argent. C'était de l'argent, on perdait de l'argent, donc il fallait agir vite. Moi, des fois, dans une intervention, on me demandait, avant d'intervenir, pour combien de temps j'en avais. Donc, vous voyez dans quelles conditions on pouvait travailler. On travaillait, on était au pied du mur, quoi. Donc, on avait tendance à oublier ce qui nous entourait. Et entre autres, j'ai été témoin d'un accident mortel. C'était un dépanneur, parce qu'on les appelait dépanneurs, on n'appelait pas la maintenance, on appelait ça le dépannage. Un dépanneur qui intervenait sur un pont roulant, un pont qui soulevait des charges, qui se déplaçait sur un chemin de roulement. Et ce dépanneur était seul à intervenir. Et bien sûr, il a commencé son intervention, et entre deux, il y a eu un changement de poste. Et malheureusement, la consigne n'a pas été donnée à celui qui revenait pour reprendre la commande du pont roulant. Et à partir de là, il a démarré l'installation. Et malheureusement, il y avait cette personne-là qui était en train de faire son diagnostic. Et il a arrêté son pont quand il a vu des outils tomber. C'est là, il s'est dit, il y a quelqu'un qui se trouve sur le chemin de roulement, sur le pont, faut que j'arrête immédiatement. Mais il était déjà trop tard, car la personne qui était en intervention avait bien sûr, s'était agrippée à des conduites qu'on appelait les conduites de graissage Farval pour pouvoir se sauver. Il a vraiment tenté tout pour se sauver. Il a été happé par un arbre de transmission. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a été bien sûr tué sur le coup. Et je me souviens, ça m'a marqué parce qu'on l'a descendu, enfin, il a été descendu dans un cercueil en cuir. Pour différentes raisons, ils l'ont descendu comme ça. Donc, à partir de là, il y a une prise de conscience. Hein. C'est vrai qu'à partir de là, la direction, d'ailleurs, il était interdit qu'on fasse le dépannage seul. Il fallait être 2 au minimum, alors qu'auparavant, on partait bien tout seul. Et donc, il fallait être à 2. Et puis, les tenues ont changé. Cette personne qui avait été happée par l'arbre de transmission, avait une veste et un pantalon. Et c'est vrai, il avait l'habitude de laisser sa veste ouverte. Et il a été attrapé par le pan de sa veste qui l'a entraîné, bien sûr, dans l'horreur. Donc, à partir de là, on a eu des combinaisons. Et il fallait plus dépanner seul. Après, on a eu d'autres équipements. Mais il faut quand même se dire que le but essentiel de la direction, c'était surtout de produire. Donc tout ça, c'est venu progressivement par la suite, la prise de conscience de dire il faut préserver l'homme, il faut qu'on mette vraiment toutes les conditions favorables pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions, dans des conditions de sécurité. Mais auparavant, c'était pas la préoccupation première. La préoccupation première, comme a pu le dire André, c'était de produire. Produire, c'était de l'argent. Donc, c'était faire de l'argent. Donc voilà dans quelles conditions. Moi, ça m'est arrivé aussi de dépanner sur une installation, ayant la même juste à côté, d'oublier que celle d'à côté fonctionnait et aller dans l'installation elle-même. Et je m'en suis rendu compte qu'en sortant, j'ai entendu le système se mettre en route. Je l'ai échappé, comme ça. Mais je pense qu'on est nombreux à avoir échappé comme ça, sans le savoir, à un accident qui aurait pu être mortel.
Donc voilà, c'était un environnement assez particulier. Mais on aimait, hein, malgré tout, travailler dans cet environnement. C'est ça qui est un paradoxe, hein, quand même. Mais on aimait ça. Est-ce que vous avez des questions? C'est de la triche. Ouais, c'est pas une question, c'est un peu de la triche, mais moi je pense que c'est assez important parce qu'enfant j'ai été marqué à l'entrée de la SMN quand on était face au poste de garde, il y avait un grand panneau à droite où était affiché le nombre de morts ou le nombre de blessés. Donc dès tout petit, quand on vit dans cet environnement-là, c'est quelque chose presque de normal, quoi. C'est dans le paysage. On a un grand panneau de, je sais pas, 4 mètres par 2 mètres où les résultats sont affichés. Ça m'a marqué. Et comment on travaille après les accidents graves comme ça? Qu'est-ce que ça produit au sein des équipes? Bah, et puis, effectivement, ça crée un certain malaise quand même, parce que on se dit, s'il est arrivé à lui, pourquoi pas ça n'arrivera pas à moi? Et puis, le temps faisant, le temps passant, ben, on rentre dans la routine, et puis voilà, ça continue toujours. Voilà. Est-ce qu'on est vigilant pour soi? Est-ce qu'on est vigilant pour soi, mais aussi pour les autres? On est vigilant pour les deux, oui. Mais c'est vrai que quand un accident arrive, on se sent un peu intéressé par ça, parce qu'on dit, moi ça peut m'arriver, mais bon, on était tellement habitué à travailler ce danger permanent qu'on n'y prête plus attention. On n'y prête plus attention, on vit tous les jours avec, tous les jours. Bon, c'est vrai que ça peut être impressionnant quand on ne connaît pas les installations, et quand on est tous les jours dessus, voilà, on s'habitue au danger en fait. Et c'est là que c'est grave en fait. C'est vrai que le fait de travailler dans des circonstances un peu difficiles, ça rapproche les gens. Il y avait une fraternité entre les personnes, les gens s'aidaient, comprenaient, faisaient tout pour que justement on essaye d'éviter les accidents. Alors, moi, je pourrais rajouter que le travail que l'on faisait dans des conditions, je le répète, assez difficiles, moi je le rapproche à celui des mineurs. Hein. On a du mal à comprendre que des mineurs puissent aimer leur environnement, leur travail et la solidarité qu'il y avait entre eux. Eh bien, le métier de métallurgiste, eh bien, on avait un peu le même état d'esprit. Et à la place du charbon, on avait de la calamine. Voilà. C'est la calamine qui nous collait à la peau. D'autres questions, réactions? Bonjour. Est-ce qu'il y a eu des arrêts de travail, des grèves, ce genre de choses à la suite d'accidents par exemple? Enfin, il y a eu peut-être des mouvements, on va dire sur le tas même, oui, sur le choc psychologique que pouvait provoquer l'accident. En dehors de l'accident dont on vous parlait, là, des 7 personnes qui... Là, franchement, là, il y a eu quelque chose, un mouvement très important, et surtout, il y a eu, en la mémoire de ces 7 personnes, une cérémonie qui a été très émouvante. Faut savoir que, malheureusement, le quotidien revient au naturel, quoi. Hein. Bon, au bout d'un moment... on arrive à passer au-delà, et puis, vous savez, il a été une époque où il y a eu des veuves, hein, puisqu'il y a eu des morts. Donc il y a eu des veuves, hein, bien, on trouvait des solutions, hein, on offrait un emploi à la veuve, un arrangement financier, voilà, puis ça s'arrangeait comme ça. Je dis bien à une certaine époque. Hein. Après, c'est devenu beaucoup plus difficile. C'était beaucoup plus cadré et tout ça, mais à une époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. Hein. On prend 2 dernières questions qui sont là, parce qu'on va essayer de respecter le timing cette année. Vous avez parlé donc des causes accidentelles de blessures et de morts. Est-ce qu'il y avait aussi des maladies professionnelles? Est-ce qu'il y a eu des maladies professionnelles qui ont été identifiées suite à ce travail? Ouais, maladies professionnelles. Alors, il y a l'amiante, hein. Et ça, tout le monde est au courant, et il n'y a pas eu qu'à la SMN, hein, l'amiante. L'amiante était utilisée couramment à la SMN. Moi-même, j'ai fait des joints importants, plus grands
que cette table. Je faisais ça à la meule. Vous voyez, la meule, on tournait le joint d'amiante comme ça, sans protection, sans rien du tout. Hein. Donc l'amiante a fait et continue à faire énormément de dégâts. Donc l'amiante, il y a eu aussi, on utilisait des produits qui n'étaient pas toujours très reconnus, très identifiés. Moi je me souviens d'un camarade qui utilisait le trichlore. On utilisait le trichlore couramment, mais couramment, on en emmenait chez nous. Hein, on mettait ça, alors on se lavait les mains avec, vous voyez, le trichlore. Hein, le trichlore. C'était en fût de 100 litres le trichlore, hein, c'était à profusion. On faisait d'ailleurs ça nous faisait, parce qu'il y avait des gens qui mettaient le trichlore dans une bouteille en plastique, bon ils étaient tout de suite surpris de l'effet, parce que bien sûr la bouteille fondait. Mais le trichlore a été utilisé à une époque très couramment. Très couramment, moi j'ai un camarade qui était chargé de nettoyer les filtres, alors des filtres, c'est des filtres à huile sur une installation, eh bien, il nettoyait ces filtres à huile avec du trichlore. Et il mettait un coup d'air comprimé sur les filtres à huile. Ça veut dire qu'il inhalait en permanence, dans ses interventions, le trichlore. Je l'ai vu tituber à cause du trichlore. Moi-même, j'ai été, parce que j'ai eu des responsabilités, obligé d'arrêter l'installation parce qu'il ne pouvait plus faire face à la demande, tellement il y avait de travail à faire sur ces filtres, arrêter l'installation parce qu'il ne pouvait plus tenir. Et cette personne-là, comme par hasard, une fois parce que je l'ai quitté, puisque j'ai été enseignant par la suite, eh bien, j'ai appris que son décès, il est décédé en 3 jours. 3 jours, c'est rapide, hein. Il est décédé d'une septicémie. Et pour moi, la seule raison, c'était le trichlore. Mais ça n'a jamais été reconnu. Ensuite, on avait aussi des maladies. Il y avait qu'on suspectait, mais qui n'a jamais été reconnu. Vous savez, pour faire reconnaître une maladie professionnelle, c'est la croix et la bannière. Il faut vraiment se battre. Eh bien, il y avait ce qu'on appelait le cancer du larynx des métallurgistes. Et ça, dû à la calamine. Mais ça n'a jamais été reconnu. Jamais été reconnu. Un grand merci à tous les trois. On a envie de vous entendre encore pendant beaucoup plus de temps. C'est très frustrant, mais on prendra rendez-vous pour une autre édition où vous aurez un vrai espace. Là, il faut dire que ça a été organisé un peu, voilà. Merci à vous. Merci. Est-ce que je peux me permettre de présenter l'association Mémoire et Patrimoine de la SMN? On effectue régulièrement des visites sur le plateau, donc vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Ce sera avec plaisir, on vous recevra et puis vous trouverez des gens qui sont très passionnés par la mémoire de la SMN. Voilà, je vous remercie beaucoup.